Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Il a réalisé la musique des séries télé Omerta, Tag, Haute Surveillance, sans oublier celle de plusieurs films dont Séraphin, Un homme et son péché. Voici une entrevue que j'ai eu la chance d'avoir avec le compositeur et musicien québécois Michel Cusson, qui nous parle ici non seulement de son expérience comme membre du groupe de jazz Uzeb, mais également de sa carrière comme compositeur de musique de films et de séries télé. Le 22 janvier 1957 à Drummondville. Il est musicien, compositeur. Il a fondé le groupe de jazz Uzeb. Il a formé également le groupe Wild Unit. Il a composé plus d'une 60aine d'œuvres, que ce soit de la musique de film, de la musique de télésérie, que ce soit de la musique de documentaire. Il a reçu la distinction du Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2006. Il est membre de l'Ordre du Canada depuis 2020. L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision lui a remis le prix des immortels de la télé en 2003, en plus d'avoir 14 Félix, 7 Socan, un Jutra, 6 jumeaux et un Gemini. Vous devinerez que je parle à une célébrité de la musique de Québec. On parle ici à M. Michel Cusson. Bonjour, M. Cusson. Bonjour, bonjour. Quand je fais cette énumération-là, j'ai quasiment le goût de rajouter et une souris verte à la fin, juste pour aller avec la bonne vieille musique de la série télé de l'époque. Écoutez, quelle carrière incroyable que vous avez, tout à fait spectaculaire. C'est quoi qui vous a amené dans le monde de la musique? Ce qui m'a amené dans le monde de la musique, c'est un coup de foudre. En fait, c'est même pas... c'est même pas un hasard, c'est que je suis tombé en amour avec la musique sans m'en apercevoir. Par mon père, qui était violonneux, par mes oncles qui étaient violonneux aussi. Et quand j'étais petit gars, j'ai commencé assez tard quand même parce que j'ai commencé à toucher une guitare à 11 ans, ce qui est assez tard. Normalement, les bons musiciens commencent à 4-5 ans. Moi, j'ai commencé à 11 ans, ce qui est assez tard. Mais à 13 ans, j'ai eu le déclic. J'ai raconté souvent, c'est en la cafétéria de mon école, j'ai entendu Led Zeppelin, puis c'est vraiment Led Zeppelin 2, là, quand Whole Lotta Love a sorti, là, c'était comme « Wow! Qu'est-ce que c'est ça? » Puis ça donnait qu'il y avait un orchestre d'école qui pratiquait dans un local. Là, j'ai vu ça, j'ai été complètement fasciné. Puis là, il y a une foule
de hasard qui a fait que j'ai vu un autre orchestre à un moment donné. Puis là, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Puis là, mon père m'a acheté une guitare électrique. Puis à partir de cette journée-là, je pense que j'ai touché à ma guitare tous les jours depuis ce temps-là. C'est 7 jours par semaine. Avez-vous étudié dans le domaine par la suite? Oui. Okay. C'est-à-dire que on pourrait me qualifier de à moitié autodidacte et à moitié scolarisé. Mais je continue à me scolariser parce que la musique, c'est sans fin. Et c'est quand même un accès direct. Hein. T'as pas besoin de... C'est pas comme... je fais une comparaison avec un comédien, mais un comédien, s'il n'y a pas de film ou de pièce de théâtre, il peut jouer en comédie chez lui, mais c'est par intérim, il faut toujours qu'il passe par quelqu'un. La musique, c'est direct. Là. Moi, je veux en faire là. Ben, j'écris un morceau là, je veux jouer là. C'est instantané. Ce qui fait que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis l'âge de 13 ans. Là. C'est dans ma routine à tous les jours de composer quelque chose, de jouer quelque chose. Et en même temps, ben, ça a un aspect thérapeutique, si on pourrait dire. Ben oui. Vous avez été attiré par le jazz beaucoup plus, je crois. Qu'est-ce qui a fait que le jazz vous a accroché tant que ça? Ça, c'est encore une fois, c'est un beau hasard. C'est un beau hasard parce que, bon, Led Zeppelin était la première influence, mais là, tu sais, faut se remettre à l'époque, hein, je veux dire, si t'avais 10 $, t'achetais un vinyle, Ouais. tu sais. Et là, le vinyle, tu l'écoutais d'un bord à l'autre, là, jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. Alors, je sais pas, moi, après une vingtaine de vinyles, passant de Deep Purple à Jimi Hendrix à je me suis Steppenwolf, peut-être. J'avais des bands que j'aimais moins, mais tu voulais découvrir, il fallait que t'achètes l'album. Ensuite de ça, à Yes, à Gentle Giant. Et là, par hasard, avec mon ami Jean Saint-Jacques, on a découvert Chick Corea. Il y avait 2 disques de jazz dans le magasin de disques au Drummondville, dont Chick Corea et Wes Montgomery. J'ai acheté les 2 disques de jazz, puis là, j'ai dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Et là, ça m'a vraiment fasciné. Jean, la même chose. Et comme du hasard, un autre de nos amis, qui est devenu notre ami, Luc Beaugrand, qui était à Actonville, à côté de Drummondville, lui, il était considéré comme un jeune prodige, puis vraiment un pianiste extraordinaire. Et on a commencé Euseb avec ces 3 gars-là. Puis il y a un autre gars qui s'appelait Régent Généreux, là. Mais on a commencé le groupe Euseb comme ça. Sans s'en rendre compte, juste par curiosité. Mais, tu sais, aujourd'hui, évidemment, tu prends ton téléphone, tu regardes YouTube, t'as des millions de clips sur le jazz, comment jouer tel ou tel truc. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien, là. C'était comme vraiment, là, s'aventurer dans une jungle. Puis là, tu essaies de découvrir, oups, là, attends, tu sais quoi cette affaire-là, là? C'est dans le pur hasard. Fait qu'il fallait que t'écoutes, puis il fallait que tu devines un peu c'était quoi. Fait qu'on apprenait vraiment par nous-mêmes. Parce que à l'école, il n'y avait pas de cours de jazz à ce moment-là. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment... c'est là le côté autodidacte. Puis, Euseb, vous avez quand même eu beaucoup de popularité avec votre groupe parce qu'il a quand même existé pendant plus de 15 ans. Lorsque vous arrivez à la fin, parce que toute bonne chose a malheureusement une fin, donc à un moment, vous vous êtes séparés. Est-ce que vous vous êtes séparés parce que vous commenciez à avoir un goût pour la musique de film ou est-ce que, bon, c'est juste avec le temps, les idées ont changé puis chacun est allé de son côté? Parce que si je ne me trompe pas, 92, ça correspond pas mal au moment où vous allez commencer à faire de la musique de film ou de la musique de télévision. Oui. Ben, c'est les deux, en fait. On se tombait à ses nerfs. En tout cas, moi, je tombais à ses nerfs des autres, ça, c'est sûr, là. Je veux dire, j'étais extrêmement... Je suis encore pas mal intense. Mais j'étais, je l'avoue, là, fatigant. Peut-être trop intense. Okay. Et bon, ça tombait à ses nerfs de mes collègues qui voulaient prendre une pause, là.
Puis, tu sais, on apprend toujours notre tempérament ou comment négocier de quoi, mais là, des fois, ça devient un groupe, ça devient extrêmement sensible. À un moment donné, c'était surtout moi qui écrivais les morceaux, tu sais, fait que... Et ça devenait problématique à un moment donné parce que le dernier album qu'on a fait, un des derniers, par exemple, je vous donne un exemple, les morceaux étaient moins terminés. Je soumettais mon idée ou mon lead sheet, puis là, on faisait l'arrangement ensemble. Mais là, évidemment, c'est exponentiel, multiplié par 3, par 3, par 3, par 3, ben là, tu as 82 possibilités, par exemple, tu sais, ce qui fait que ça finissait plus. Alors, on a décidé de prendre une pause. Mais en même temps, moi, j'avais déjà commencé avant à préparer ma deuxième carrière parce que je voulais vraiment composer de la musique de film. Parce que, en fait, c'est la curiosité. J'ai toujours été curieux, mais j'étais trop curieux pour mes collègues, tu sais. Ils comprenaient pas pourquoi je voulais essayer plein d'affaires tout le temps, tu sais. L'explication, c'est parce que j'ai fait de la musique de film. C'est là que j'ai pu m'épanouir pour composer des choses différentes. Parce que le jazz est... tu sais, si on parle de plusieurs cordes dans son arc, si on peut dire ça, là. Mais le jazz en est une, mais moi, c'est la musique en général. Tu sais, pas que je maîtrise, mais je connais plusieurs langages. Et ça m'intéressait d'être polyglotte en musique. De pas simplement me limiter à... Et là, je dis pas ça péjorativement, là, parce que le jazz, tu peux penser ta vie là-dedans. Et bravo à ceux qui le font, là. Mais moi, je sentais que je voulais aller plus large, plus varié. Mais pas dans la variété, dans la musique instrumentale. Là. Ouais. Bien, ça m'amène à mon autre question. Comment qu'on arrive à vouloir faire de la musique de film? Parce que c'est totalement le contraire de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous êtes guitariste, vous écoutez des groupes rock, vous écoutez du jazz, vous faites du jazz, mais là, vous tombez dans l'instrumental. Comment qu'on fait pour avoir un intérêt pour ça, puis dire aussi, parce que est-ce que vous avez eu cette formation-là quand vous avez pris vos cours de musique, ou c'est quelque chose où vous êtes à ce moment-là formé par vous-même, puis justement découvrir tous les types d'instruments qui existent dans un orchestre pour justement les utiliser à pleine puissance? Ben, pour donner une idée aux auditeurs, écoutez, en bon québécois, mon break, ça a été Omerta. Okay? Parce que j'ai eu un film qui s'appelait L'Automne sauvage, avec la productrice, une de mes amies qui s'appelle Francine Forêt. Ils m'ont donné mon premier contrat. Là, j'ai travaillé. Quand on parle de travailler, là, c'est 100 à 110 heures par semaine. Là. Ouais. C'est vraiment, là, c'est intense. Parce que c'est la technologie des débuts des années 90, parce que j'avais un studio maison à ce moment-là, n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Là. Fait que c'était vraiment un combat, là. J'expliquerai pas les côtés techniques, mais c'était vraiment l'enfer. Puis j'ai pas eu de cours, j'ai eu rien. Fait que tu reçois un VHS avec le film dessus, puis un timecode, débrouille-toi. Tu sais. J'ai réussi à faire le film, ça a bien été. Suite à ça, la même productrice a commencé la série Omerta. Le premier compositeur a été mis de côté. Ils ont recommencé la série au complet, ils ont fait un appel d'offres. 8 compositeurs, j'ai gagné le pitch. Et là, j'étais à l'école. Là, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Roule et Francine Forêt et Luc Dionne Luc Dionne, je le côtoyais moins à ce moment-là, mais lui, il écrivait une bonne histoire, mais Pierre Roule était vraiment à côté de moi. Et lui, c'est lui qui m'a montré la dramaturgie musicale à la télé. Fait que là, j'étais obligé, je peux pas, par exemple, je vais donner un exemple. Quand tu fais un morceau de jazz fusion, ben t'as un beat tout le long, tu sais, de ton morceau. Parce que ça te donne une base. Mais en musique de film ou de série télé, tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça pendant 20 secondes, 30 secondes, mais il faut que tu fasses d'autres choses. Fait que là, il faut que tu trouves d'autres idées. Fait que là, j'étais là, OK, attends une minute, là, comment je vais faire? Fait que là, c'est là que tu te mets à creuser. Et avec la technologie qui était pas aussi développée, c'est minimum 100 heures par semaine, là. C'était effrayant, là.
j'ai travaillé comme un malade, là. C'est là que j'ai appris. Ben, Omerta, c'était des mini-séries, donc ça veut dire que vous avez plusieurs épisodes à faire dans un délai restreint. J'ai fait 38 épisodes en tout. C'est ça. Même. Mais vous avez un délai restreint comparativement à une trame sonore de c'est film. une semaine à peu près. Ouais, c'est ça. Puis vous avez plusieurs épisodes, donc c'est beaucoup, beaucoup de musique. Une semaine à 2 semaines de délai. Mais tu sais, c'était... la livraison était sur ruban, là, numérique. C'est pas comme aujourd'hui, là, non, c'est ça. par Dropbox, là. Fait que donc, fallait... Puis évidemment, il y avait des retouches. Parce que quand tu fais une retouche, ça veut dire, par exemple, tu reçois un coup de téléphone le mercredi soir, tu te dis, bon, Michel, c'est plate, mais il y a comme 6 cues qui fonctionnent pas. Puis là, il faut que ça soit prêt pour le lendemain, 8 heures. Ouais. Fait que là, t'es refait, tu sais. Bonjour la nuit blanche. A à Z. Ouais. Ouais. Bonjour la nuit blanche. Ouais. Ben ouais, j'ai des nuits blanches, j'en ai passé, je pourrais pas dire combien, là. C'est des 56 heures en ligne. C'est beaucoup, beaucoup d'endurance physique, là, faire ça. En tout cas, pour moi, là. Je sais peut-être qu'il y en a qui ça n'a pas été comme ça, mais mon école, ça a été ça. Ça a été vraiment ça, là, au pic et l'appel. et là, comment qu'on fait pour apprendre comment utiliser les instruments de musique d'un orchestre? Parce que je ne sais pas si avec Omerta, vous aviez à faire ça ou si vous êtes plus servi d'un synthétiseur à cette époque-là. Mais quand vous allez arriver à la musique de film, là, on fonctionne avec la musique orchestrale. Il faut-tu prendre un cours spécifique pour savoir comment sonne la flûte, comment on construit ça pour que la flûte traversière fasse cet impact-là dans ce morceau-là, ou encore un coup de violon, ou le violoncelle, ou la contrebasse. Comment qu'on fait pour apprendre tout ça? C'est-à-dire que au Québec, on n'a pas souvent de grands orchestres, OK? Alors, je vais être honnête, là, dans le sens où, oui, j'ai fait une dizaine d'IMAX, par exemple. Fait que quand j'ai accès à un grand orchestre et que là, il faut que ça soit vraiment un grand déploiement, mais là, j'écris le morceau. Moi, j'écris les cordes, mais là, j'engage un orchestrateur qui, lui, me grossit, me maximise tout ça. Okay. Il y en a des excellents à Montréal, Benoît Groux, entre autres. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec lui, là, mais je suis pas un expert d'orchestration. J'ai pas peur de le dire, là. À ce moment-là, tu travailles avec d'autres gens, là. Okay. Tu peux pas être maître dans tout. Mm-hmm. Puis au Québec, vu qu'on fait on oscille entre la télésérie puis le film, mais la télésérie, forcément, n'a pas d'orchestre. C'est plus des instruments synthétiques, plein de guitares, des trucs comme ça. Donc, c'est de l'audio. Moi, je fais beaucoup d'audio, mais je fais beaucoup de design audio avec une guitare. Je peux faire 15 000 sons. Puis au bout du compte, vous ne vous rendrez même pas compte que c'est une guitare. Ouais. Mais c'est généré par de quelque chose d'organique. Tu sais? Une guitare acoustique, par exemple, peut générer plein de sons une fois trafiqué après, là. Mais le principe est quand même le même qu'un orchestre. C'est que tu as un registre de fréquence et tu es en dessous des dialogues. Fait qu'il faut que tu fasses attention pour pas nuire au dialogue. Tu sais? T'es pas tout le temps en dessous des dialogues, mais t'es souvent... parce qu'au Québec, ça parle beaucoup dans les séries. Fait que c'est pas comme... il y a une séquence de 4 minutes, la personne part du point A au point B, puis là, avec plein de plans, séquences, non, on n'a pas les moyens de ça, tu sais. Fait que ça parle. Au même moment où vous commencez votre carrière comme producteur de musique de film ou compositeur de musique de film, vous créez un autre groupe en même temps qui s'appelle Wild Unit. Ouais. Est-ce que je peux voir? Vous êtes une personne qui n'aime pas beaucoup avoir des temps libres. Il faut que ça soit rempli de musique. J'ai pas changé. C'est la même chose aujourd'hui. Ça fait des années, puis c'est la même chose. C'était important de rebondir après Uzeb. Je voulais aller plus loin dans l'orchestration, mais des cuivres, parce que j'ai toujours aimé le Big Band. Et c'était un peu... ceux qui ont eu la chance, je dis ça humblement, mais ceux qui ont eu la chance de voir ça en spectacle, de nous voir en spectacle, ça déplaçait de l'air. Là. C'était vraiment là, un groupe plein d'énergie, là, avec chaque morceau durait 20 minutes de temps. Là.
des longues séquences là, élaborées. Là, chaque soliste pouvait aller jusqu'au fond de son histoire. Là. OK. Fait que ça a été une belle étape. Ça a été justement c'était la transition après Euseb et la musique de film et Omerta. Là. Ouais. Ça a été la même époque là, où j'ai fait un changement là, majeur. Vous avez fait votre formation de ce qu'allait devenir votre carrière. On arrive maintenant à un projet de film qu'on vous met entre les mains. C'est quoi votre processus d'écriture? Comment vous faites pour savoir le type de musique qu'on doit faire pour cette scène-là? Comment est-ce qu'on travaille ça? Comment qu'on écrit ça pour que ça fonctionne en bout de ligne? Et c'est-tu beaucoup d'essais et d'erreurs? En général, à peu près dans 90% des cas, 95%, chaque producteur ou réalisateur de film ne peut pas présenter son film. En fait, chaque réalisateur ne peut pas présenter son film au producteur sans musique. Okay. Alors, il va prendre la musique temporaire. On appelle ça temp music. Alors, il va aller piger, je sais pas moi, à un moment donné, à l'époque, il va avoir du Thomas Williams ou Thomas Newman, excuse-moi, là, oui. Ou John Williams. Mais ça, c'est peut-être... Ils savent qu'on n'a pas le budget pour faire ça, là, mais ils vont aller chercher des musiques de films. Et ils vont mettre ça sur le montage. Et là, il va me dire, ben, si je veux de quoi dans cet esprit-là, je dis, j'ai pas l'argent pour me payer cet orchestre-là, mais je veux cet esprit-là. Par exemple, c'est un film romantique, il y a différentes couches de romance, là. Ça peut être une comédie romantique, ça peut être un drame romantique, ou ça peut être un drame très noir, un drame un peu dramatique. Tu sais, des fois, ça peut être carrément entre les deux, ça peut être beige. Il faut que ça prenne de la musique qui est pas triste et pas joyeuse, mais qui fait avancer le film. Ça, c'est difficile à faire, là. Fait que, donc, là, tu discutes, ils mettent leur musique, puis là, tu discutes, puis là, des fois, ils disent, ah, mais ça, finalement, j'aime pas ça, la musique que j'ai mis là, peux-tu mettre d'autres choses? Mais c'est bien difficile d'arriver avec un film vide, puis tu mets quelque chose, là, tu vas le recommencer 50 fois. Ouais. Parce qu'il faut que le réalisateur se soit commis un peu. Il faut qu'il colle un peu de la musique pour voir si ces personnages, si ça colle bien. Puis là, après ça, ben, selon ce qu'on s'est entendu comme orchestration, je sais pas, moi, si il y a une femme, on veut de la harpe, OK, on va mettre de la harpe, mais avec un orchestre à cordes, OK. J'aime pas la guitare, ou je veux beaucoup de piano. Mon score veut que ça soit des mélodies de piano. Mais là, ça guide ça tout de suite, tu sais. Mais il y en a qui vont dire, je veux pas un violon. OK. Zéro corde. OK. Fait que là, ça... 0 corde, 0 cuivre. OK. Et là, ça te met comme des paramètres. Tu sais. Et ben, ça, faut que tu te commettes assez vite pour dire, aimes-tu le son que je te propose, tu sais. C'est crucial, parce que il y a rien... Puis ça m'est arrivé à un moment donné que la musique temporaire, moi, je l'aimais pas. Je trouvais que ça marchait pas. Alors là, j'ai dit au réalisateur, est-ce que tu me permets que je te mette d'autres musiques temporaires? Pas partout, mais juste te donner une idée, voir où est-ce qu'on pourrait aller. Il a dit OK. Là, ça nous a donné le go pour aller ailleurs. Puis ça a été difficile un peu. Il était comme... Parce que celui-là, le score auquel je pense, j'étais avec mon collègue Kim Gabouri. Puis on voulait faire de quoi d'intemporel, mais qui, tu sais, le film, il se passe de 600 ans. Tu peux pas mettre une guitare électrique là-dessus, là. Je veux dire, ça prend des instruments de percussion indescriptibles, des flûtes, des affaires plus anciennes, tu sais. Et ça a fonctionné. Moi, je trouve que le score est super beau. Ce film s'appelle Maïna, par exemple. Mais ça a donné un beau score qui, aujourd'hui, tu le réécoutes, puis il n'a pas vieilli. Tu peux pas te donner d'années à ce score-là. Là. Est-ce qu'on peut dire que, avec l'expérience que vous avez acquise, parce que là, on parle
d'une quinzaine d'années dans le jazz. Après ça, vous faites, avec Wild Unit, un autre type de musique. Puis après ça, vous faites de la musique de documentaire, vous faites de la musique de télésérie, vous arrivez dans le cinéma. Est-ce qu'on peut dire que ça prend une certaine maturité musicale pour être capable d'arriver à composer pour le cinéma? Absolument. Ça, c'est pas... je veux pas lancer de flèches aux chanteurs, là, mais tu sais, souvent, ils vont donner un film à faire aux chanteurs, et le chanteur va en faire un, tu sais, mais pas deux, tu sais. Parce que c'est une autre affaire, là. C'est un autre métier complètement, là. C'est pas... ça prend beaucoup de connaissances musicales, ça prend des connaissances techniques, mais ça prend des connaissances aussi de comment ça fonctionne, la musique à l'image. Tu sais, par exemple, la séquence arrive, tu rentres pas ta musique, là, bam, comme ça, là. Faut que tu apparaisses subtilement, faut que tu disparaisses subtilement. Fait que t'as pas de fin abrupte comme une fin d'une tourne de jazz, poudum-piche, là, tu sais, là. Tu peux pas faire ça. Faut que t'apprennes à être transparent, invisible. Tu sais, quand ils disent la musique était bonne, mais on l'a même pas remarqué, ben, c'est parce que des fois, c'est peut-être un compliment, ça. C'est plate à dire, là, mais si t'en remarques trop, c'est peut-être mauvais signe, tu sais. Mais quand t'es assez intègre dans le film, c'est bon signe, tu sais. Mais encore là, ça dépend toujours de l'histoire, hein. T'es garant de l'histoire. Fait qu'il faut être très humble là-dedans parce que il y a des bonnes histoires, puis il y a des histoires moyennes, tu sais, puis les bonnes histoires sont rares. Il n'y en a pas beaucoup. La musique, c'est un bon accompagnateur. C'est un bon accompagnateur, mais elle peut vivre par elle-même aussi des fois. Et t'enlèves la musique d'un film, c'est plus le même film. Bon, je pense à l'ultime, mettons le parrain, là, où pas de musique, oublie ça, là, c'est pas le même. Malgré que le film est excellent, mais la musique fait tellement partie de ce film-là. Ça pourrait être un exemple où quand ça rentre, t'as les frissons, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné... puis plus tu le regardes, plus tu comprends la signification du morceau, toutes les couches qu'il y a en arrière, puis j'imagine qu'eux autres, ils ont comme Nino Rota qui a pigé dans les racines italiennes et tout ça, c'est fantastique, tu sais. Fait que ça va loin, là, c'est comme, ça peut aller très, très loin, tu sais. C'est fascinant, là. La musique peut être aussi, quand tantôt je vous disais un accompagnateur, je pensais, moi, genre à la trame sonore de Batman Returns, de Danny Elfman, où est-ce que, justement, sans la musique, le personnage de la femme chat n'existe pas. Parce que c'est un personnage que on sent les émotions à travers la musique de Danny Elfman. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Si je ne me trompe pas, vous avez fait Séraphin, Un homme et son péché. Et encore là, je crois que c'est... Puis dites-moi si je me trompe, mais je crois que j'avais lu quelque part que c'était la musique de film québécoise la plus vendue de toute l'histoire du cinéma québécois. Est-ce que c'est encore le cas? Et si oui, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez accroché autant les gens avec Séraphin, Un homme et son péché? Je ne sais pas si c'est la musique qui a le plus vendu. Je sais qu'on en a vendu. Beaucoup. Je pense 80 000, quelque chose comme ça, mais à l'époque où on vendait des CD, là. Mm-hmm. Il y a deux, trois raisons. Premièrement, Charles Binamé m'a donné l'occasion d'écrire de la musique mélodique. Des mélodies qui sont mémorisables. Ou mémorisables, en tout cas. Chantantes. Parce que c'est pas tous les réalisateurs qui veulent ça. Des fois, aujourd'hui, on a beaucoup de musique. Quand je dis ambiance, c'est pas de la musique de dentiste, là. Mais il y a beaucoup de musique où t'as pas de mélodie, mais t'as de la tension. Mm-hmm. J'en fais beaucoup de ça dans les séries télé, là. T'es en dessous des dialogues. Tu peux pas aller mettre... Oui, ça, là. Donc, autrement dit, il faut qu'il te laisse la place pour que tu puisses la jouer, ta mélodie, tu sais. Et dans Séraphin, mais on voit l'émotion de Donalda. Tu sais, qu'il dit pas un mot, là. Tout se dit là. Mais il faut qu'il laisse la place. Mais des fois, il la laisse pas. Tu comprends? S'il la laisse pas, on peut pas faire de miracle. À un moment donné, tu peux pas, en dessous de
de plein de dialogues, lancer une mélodie comme ça qui est chantable. Et donc, ça prend... C'est un travail d'équipe. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est rare des films comme ça où tu peux travailler vraiment... ça, c'est carrément une feuille de musique avec un crayon, là, au départ. La bonne vieille méthode, mais qui est dans un film classique, mais je pense que ça a touché les gens. C'est ça qui a touché les gens. Puis là, c'est ça, c'est la combinaison d'une équipe qui veut la même chose. Alors, puis je peux conter une anecdote qui est intéressante. Le thème principal qui est devenu la chanson depuis le premier jour, c'est le même thème principal du film. Ce morceau-là, Charles m'a dit, il dit, bon, tu vois là, tu vas voir Donaldo au début du film, elle est super heureuse, elle est en amour avec Alexis, puis à un moment donné, tu la revois encore avec lui, puis à un moment donné, tu la revois à la fin, dans la forêt, il pleut, ils sont malheureux. Là, cette place-là, là, normalement, un compositeur va écrire de quoi de super dramatique, là, genre le couteau dans le cœur, là, tu sais, là. Il dit non, t'écris ton morceau d'espoir. T'écris ton morceau d'espoir qui va marcher au début, puis on va le mettre à la fin, et si ça fonctionne dans les deux places, bingo. Fait que donc, j'ai écrit la première version, et il m'a dit, c'est pas mal, continue. Il a fait un autre, puis là, ça a été ça. Puis c'est ça qui a donné le morceau. Puis par la suite, Isabelle Boulay a fait la chanson. Okay. Vous avez la musique de documentaire aussi que vous avez réalisée. Je sais que vous avez fait beaucoup de documentaires pour IMAX. Est-ce que ça se travaille d'une façon différente? Est-ce que vous avez plus de liberté au niveau musical à ce moment-là? Oui, d'un certain sens, oui. J'en ai fait une dizaine. En général, non, c'est un peu le même principe. Sauf que là, mes références des plus grands orchestres, je me souviens pas exactement, mais ça va être du Hans Zimmer, ça va être des grands compositeurs, là. Mais encore là, ça dépend du sujet. Il y a des sujets extrêmement dramatiques. Il y en a d'autres, c'est plus par rapport à des fois, c'est l'armée, comme Operation Red Flag, c'était comme sur les jet fighters, les entraînements des soldats américains avec les avions, je sais pas si c'était les F-18 ou plusieurs différents. Anyway, ou bien il y en a d'autres sur les chiens, les dinosaures, des sujets différents. Les surfers, c'est fascinant. Moi, ben ça, c'est le fun parce que t'as un orchestre d'une cinquantaine de musiciens et le mixage est extrêmement élaboré. Juste les effets sonores, c'est fou, là. Comment ils mettent beaucoup de temps sur... surtout avec des jet fighters, évidemment, là. Ils vont avoir, je sais pas, au moins 150 pistes de son, là, juste pour les effets sonores, là. Fait que faut que tu cohabites avec eux autres. Fait que si tu vois comme à l'écran un gros jet, là, faut que tu laisses une pause, tu sais, dans ta musique, parce que tu passeras pas. C'est des choses que tu apprends, là. Tu sais, t'es quand même technique, là. Tu sais, faut que tu arrives, il faut que tu comprennes un peu comment ça marche, parce que tu peux pas juste la musique, là. Tu travailles pour quelqu'un, là. Exact. T'sais. Mais ça donne quand même des bons morceaux. Tu sais, c'est pas... si jamais... D'ailleurs, si j'ai une bande sonore sur Spotify qui s'appelle Emotional War from Giant Screen. OK. Qu'est-ce que vous préférez faire à ce moment-là? Est-ce que vous préférez faire la musique de documentaire, la musique de série télé ou la musique de film? Au Québec, on n'est pas cantonné dans un camp. Mm-hmm. On ne va pas prétendre, mais juste faire de l'orchestre symphonique comme John Williams. Oublie ça, t'en feras jamais. Oui, effectivement. Fait que si tu penses que tu sors de l'école, que tu vas faire du John Williams, t'es mieux d'être vraiment bon. Mais ça se peut. Ça se peut. Tu deviens un assistant de Hans Zimmer. C'est possible que tu le fasses un jour. Mais c'est pas évident. Parce que, bon, il n'y a pas de films québécois-canadiens qui ont ce budget-là. Là. Tu sais. Bon, j'ai fait des films français, tout ça, mais c'est le vent qui m'a amené. Parce que là, on parle de ça, mais j'ai fait aussi une grande partie de ma carrière, c'est des spectacles comme Cavalia, puis Odysseo, puis j'en ai fait en Chine, puis à Hawaï.
J'ai fait beaucoup de méga spectacles aussi. Puis j'ai travaillé pour le Cirque du Soleil aussi. C'est des choses, des façons de faire différentes. Fait que moi, j'ai comme plusieurs chapeaux. Parce que le fait que j'ai fait de la scène, sur scène, et je fais de la scène, mais à l'arrière-scène, puis je fais du film, et je fais 5-6 affaires différentes. Quand je dis 5-6 affaires, ça va être du IMAX, c'est pas pareil comme de la série télé, c'est pas pareil comme du film. Non. C'est différent. Fait que le méga spectacle, c'est pas comme un spectacle de jazz, c'est un autre animal, là. Mais tout ça, je maîtrise ça, là. Je suis capable de rouler. Dans le Cavalia, j'avais comme un orchestre live, des musiciens sur place, qui changent régulièrement. À chaque année, il y en a un qui part, un autre puis le spectacle se modifie pendant 15 ans. Même chose en Chine. Là, tu fais des mises à jour, etc., etc. Un nouveau morceau, change ci, change ça, un nouveau numéro. Tu sais. Travailler pour un acrobate ou pour un cheval, c'est pas pareil, tu sais, je veux dire. En tout cas, fait que faut que tu trouves des solutions. Fait que la majeure partie de la musique à l'image, c'est de trouver une solution à un problème. Et en plus, vous performez pour vous parce que vous continuez à faire des créations pour vous personnellement. J'en poste à chaque semaine de ce temps-là. Là. C'est ça. Ça fait un bout de temps que je prépare ça, là, mais je devrais théoriquement sortir 52, là, une par semaine, là, 8 albums. Là. Omerta va sortir dans 2-3 semaines. Là. OK. J'ai travaillé quand même pas mal fort là-dessus. Là. C'est des performances que j'ai faites il y a 2-3 ans, là, mais que j'ai remixé, que j'ai remonté, et dont je suis pas mal fier. Et puis c'est une période de temps, mais c'était pendant la fin de la pandémie, mais qui était comme un moment unique. On a joué d'une façon unique, dans un endroit unique, et puis ça a donné ce que ça a donné là. Puis là, c'est pour ça que je les publie comme il faut. Là. Comme il faut, j'officialise chaque morceau. Puis là, j'en sors un par semaine. Je sors un album, puis après ça, je sors les clips. Mais les clips, tout est en direct. Là. Ouais. Était en direct. Écoutez, à travers ça, vous avez une famille. Comment vous faites pour trouver du temps à travers tout ça? On est pas mal hyperactifs, toute la famille. Là. OK. C'est familial. Là. Je veux dire, on trouve... il y a bien des choses que vous savez pas. Là. C'est encore pire que ça. Ben pire que ça. C'est juste la surface. Là. Okay. On en fait beaucoup plus que ça, mais c'est par curiosité, je pense, à un moment donné. Évidemment, ma passion, c'est la musique. Et je suis entouré, donc vous voyez pas ça, mais il y a plein de guitares, il y a plein d'instruments. Dites-moi si je me trompe, mais excusez-moi de vous couper, mais je voyais, mettons, vous avez des vidéos sur YouTube, puis on voit votre studio, je pense. Est-ce que c'est ça que vous me parlez? Je l'ai plus, ce studio-là. Okay. Je l'ai vendu. Ouais, j'en ai 2 autres. En tout cas. Mais j'en ai toujours eu 2. Mais là, j'ai changé de place. Celui-là, je pense à autre chose, mais c'est pas rien de négatif, c'est positif. Mais celui-là, j'en ai profité pendant les 6 années que je l'ai eu. Mm-hmm. Je l'ai exploité comme je voulais. Là, c'est à temps de passer à d'autres choses. On pourrait dire un peu simplifié, par exemple. Mais c'est mes laboratoires. Et puis mon laboratoire, c'est comme... j'ai toujours eu ça dans ma vie depuis que je fais de la musique. D'avoir mon man's cave, je ferme la porte, puis là, je suis content d'avoir fait ça parce que c'est une deuxième... C'est devenu ma carrière principale. Ma carrière de musicien, on pourrait dire, en a souffert un peu. J'ai été plus en deuxième. Mais c'est un choix que j'ai fait volontairement. Oui, à cause que j'ai des enfants. Mais bon, tu peux pas être partout, là, je veux dire. Mais j'ai choisi plutôt l'écriture parce que c'est ça à premier qui me passionne, là. C'est de fouiller, trouver la mélodie, trouver la texture, trouver la façon de faire, trouver, comme je disais tantôt, c'est quoi le problème ou la solution au problème ou... trouver. Par exemple, je peux donner un exemple. J'ai fait pendant 7 ans la série Unité 9. Oui.
Mais j'étais rendu que juste avec un mot, je peux composer le morceau, là. Parce que je regardais l'épisode, puis là, je regardais, OK, tel endroit, claustrophobie, ou je sais pas, moi, malaise. Puis vous Puis aviez là, je m'en vais dans quelque part. Mais j'étais en tournée, là, des fois, avec mon spectacle solo à ce moment-là. Puis au son de test, là, je finis mon son de test, mes techniciens s'en vont manger, puis là, j'improvise quelque chose sur scène, là, mais je suis tout seul, là. Puis je suis équipé pour enregistrer, puis j'enregistre ça là, mais sans voir l'image. J'enregistre l'essentiel de ce qui va devenir, ce qui est devenu, en fait, plein de fois dans Unité 9, des morceaux qui avaient vraiment l'idée là, du malaise que je voulais illustrer, là, par exemple. Avec la technologie d'aujourd'hui, je suppose que ça doit justement, comme vous disiez, faciliter un petit peu la composition de vos trames sonores, autant à l'extérieur, mais aussi peut-être à la résidence, à la maison. Donc, ça vous permet peut-être de plus travailler chez vous que dans un studio, ou vraiment on essaye de s'isoler de la résidence et de la famille? Non, dans mon cas, là, moi, j'ai toujours été dans ma résidence. OK. J'avais le choix à un moment donné de dire je vais aller dans un studio à Montréal où j'aurais commuté. Mais j'ai fait le choix depuis le début, depuis l'Automne sauvage, de m'installer chez moi. J'ai été bien avant tout le monde dans les studios maison. Moi, j'ai tout le temps eu des studios maison. J'en suis rendu à mon 14e, je pense. Okay. J'en ai bâti beaucoup, là. Là, ils sont simplifiés, là, sont plus performants, puis plus petits, mais moyens, on va dire. Mais donc, pour répondre à la question, comment je fais avec la famille, je suis chez moi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que je peux prendre un break, aller, tu sais. Mais en même temps, si ça me tente à 10 heures le soir d'aller, j'ai un flash, je viens enregistrer quelque chose, là, puis si ça me tente à 5 heures le matin, là, je suis à 5 heures le matin, je ferme ma porte, puis j'enregistre de quoi. Puis ça arrive souvent. Je veux dire, s'il faut vraiment que j'écrive beaucoup de trucs, là, je me lève à 5 heures du matin, puis je le fais. Très tôt le matin. Mais ça donne une comment je dirais, ça donne une proximité. T'es toujours là. T'as pas besoin de te déplacer pour aller dans un studio. Moi, je suis dedans tout le temps. Alors, c'est comme... alors, celui que vous avez vu dans le studio Lombard, ouais. Ça, c'était un de mes studios que j'ai eu. C'était un des plus beaux, en fait, je vais avouer, là. Parce que les autres avant étaient beaux aussi, mais j'avais pas de caméra pour le montrer, là. Mais celui-là, il me permettait d'inviter des musiciens et tout ça. Mais c'était fantastique, tu sais, je veux dire, ça donne bien des possibilités, je l'ai exploité le plus que je pouvais, là, je veux dire, mais ça donne une liberté d'esprit, de création, tu sais, c'est ça qui est important, là, pour moi. Je veux dire, autrement dit, je vais pas, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais je vais pas travailler. Tu sais, je travaille, mais chez moi. Fait que ça fait partie de ma vie, tu sais. Et l'avantage, en plus, pendant la pandémie de la COVID-19, ça vous a permis de continuer à travailler probablement parce que vous aviez tout déjà à côté de vous. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est que moi, je pouvais continuer mes téléséries, j'ai pas besoin. Puis je travaille comme ça. Là, on voit rarement, depuis des années, on n'a plus besoin d'avoir de meetings physiques. On se fait un premier Zoom. Après ça se fait par email puis par téléphone. Mais tout se livre par Dropbox. Exactement. Et je peux travailler en équipe aussi. Je peux faire enregistrer des choses par d'autres gens dans d'autres studios. Plein de musiciens sont équipés. Ils peuvent faire des pistes de chez eux. Si tu as besoin d'un autre instrument. Fait que c'est assez extraordinaire. Mais le côté moins plaisant, c'est que tu vois moins de gens, par contre. C'est ça l'affaire. C'est que tu es un peu plus isolé. C'est ça Monsieur Cusson, comment qu'on fait pour se changer les idées et évacuer le stress? On fait-tu de la musique ou on sort de ce milieu-là? On joue au tennis. Ouais, sérieux, là? Oui. Ouais, je joue au tennis. Ouais, définitivement. Faire du sport. Le sport, c'est essentiel. Ouais. 7 jours par semaine. Fait que ça, c'est comme non négociable.
Puis c'est ce qui me garde en santé, sauf là, j'ai quand même un rhume, là, mais c'est très, 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 très rare. Je veux dire, je suis, pour mon âge, là, sérieusement, là, je suis top santé, là, vraiment. Puis c'est le sport qui fait que... Puis j'ai plusieurs sports, là. Mais le tennis est le principal. C'est votre Ça, sport c'est favori. vraiment là, fantastique. Puis ça a un rapport avec la musique. Là, c'est un peu, il y a un parallèle à faire avec ça. Là, comme les gammes, ben là, tu pratiques telle affaire, puis tu regardes, t'écoutes. T'écoutes, c'est plutôt regarder puis sentir, un peu comme la musique, là, mais anticiper. C'est vraiment ça là, que j'ai découvert, ça fait peut-être 7-8 ans, là, mais j'adore ça, je suis fou de ça. Là. Y a-tu une relève familiale dans le domaine musical qui risque de survenir ou les enfants sont vraiment dans un autre domaine? Non, les Non. enfants sont en médecine, en droit, en affaires, en comptabilité. Non, c'est toutes des femmes d'affaires, là. Toutes des femmes de carrière, OK. on va dire. Ouais. Non, ils sont pas... mais il y avait... Toutes avaient le talent. Pour le faire. Ont le talent. Je veux dire, mais ils ont décidé de faire d'autres choses. Là. Ce qui est bien correct. Oh. J'ai 5 filles en passant. Là. 5 filles, Ouais. 5 femmes qui se débrouillent très, très bien. c'est une belle famille. Est-ce qu'on rêve un jour d'aller à Hollywood? Off, et ça, c'est... Ouais, j'ai déjà rêvé à ça, mais je pense pas que ça va arriver, là. Non. Honnêtement, là, avec ce qui se passe aujourd'hui, là, non. Là, je peux te dire que ça arrive, tant mieux, mais je rêve pas à ça, non. OK. Je suis plus réaliste, là. OK. Si je vous demandais votre compositeur favori de musique de film, C'est une bonne question. Je suis pas à jour. Je suis pas à jour parce que je découvre des nouveaux qui sont pas mal bons, dont j'oublie les noms. Puis je suis en retard dans mes... parce que je travaille beaucoup, puis je suis en retard un peu dans mes alors visionnements de films. disons que je changerais ça, puis je dirais le compositeur qui vous a le plus Influencé. inspiré, moi, ou influencé. Ben, il y a plusieurs façons de faire. Tu sais, à l'époque, OK, je vais dire Thomas Newman, j'ai mentionné son nom tantôt. Là, mais aujourd'hui, on l'entend moins parler. Ouais. Mais il était quand même déterminant à un moment donné. Il est arrivé avec une façon de faire, comme j'expliquais, ni triste ni joyeux, en plein milieu, mais il était sarcastique avec un... Je pense au film American quelque chose. Ça a été déterminant, ce score-là. Quand j'ai vu ça la première fois au cinéma, j'ai dit « Wow! » Puis ça a été utilisé comme musique temporaire, maintes et maintes fois. Il fallait comme trouver quelque chose dans cet esprit-là. OK. Ce qui n'est pas évident. Parce que quand tu as un film qui je dirais pas qui est pas beige, là, mais qui est comme entre les deux, c'est difficile de mettre de la musique là-dessus parce que tu veux pas être cliché, tu veux pas être boring. Il faut que tu mettes de quoi de. Et faut que tu recherches. Là, parce que c'est un gars qui a fait beaucoup de recherches quand même. Bon, évidemment, il y a l'éternel John Williams, qui restera probablement le meilleur. Parce qu'au niveau de l'écriture comme telle, c'est fantastique. Je dis, ses thèmes sont solides. Son orchestration est hyper solide. Ses thèmes sont intemporels. C'est comme. Ça reste la référence. Mais il y en a beaucoup d'autres. Tu sais, Hans Zimmer, c'est des grandes qualités. Mais il y en a d'autres, que j'oublie les noms, là. Quelques-uns qui viennent de gagner des Oscars, pas cette année, l'autre année. Celui cette année, je les connais pas. Mais l'autre année avant, qui a écrit, je sais pas quoi, c'est excellent. Mais j'oublie les noms. Fait que je veux pas faire de peine à personne, là. Il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, je vais écouter, je dis wow, tu sais. Puis des fois, c'est des façons de faire qui sont un peu différentes. Ils utilisent l'orchestre de façon différente. Mais des fois aussi, ils utilisent le design sonore en mêlant l'orchestre et aussi les synthés. Puis ça, c'est une affaire que je suis en train de retravailler encore, de faire une mixture entre les synthés et l'orchestre de façon plus efficace. Parce que les synthés, il faut qu'ils disparaissent en dessous, tu sais. Mais c'est vraiment le fun. Il y a vraiment des belles textures à y avoir, tu sais. Fait qu'il y en a des vraiment bons. Ça, c'est clair, là.
L'avenir pour Michel Cusson, qu'est-ce que ça nous réserve? Au moment où on se parle, là, je suis en train d'écrire un concerto pour violon. OK. Ça fait quelques années que je l'ai commencé. J'ai commencé il y a 2-3 ans. Puis là, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai comme frappé un petit mur. Et là, je recommence. Là, je pense être capable de le finir cette année. Donc là, je suis vraiment dans l'étude de l'orchestral. J'aurais pas l'orchestre avec... Je dis, je me limite aux cordes, harpe, violon solo, un peu et un peu plus, là. Quelques vents. Mais ça, c'est comme beaucoup de travail. Là, je commence... je suis là-dessus, là. Parce que je viens de finir la télésérie Dumas, la saison 1, mais là, je continue la saison 2 l'année prochaine. Mais aussi, parallèlement à ça, toute ma série d'albums que je vais sortir, là, Omerta, Jazz Performance, je vais sortir un album qui s'appelle Utopia, qui est 6 morceaux que j'ai fait pendant la pandémie, tous solo, là, avec des couleurs à ma façon, avec d'autres groupes qui sont venus chez moi. Mais en même temps, je fais aussi, j'aimerais refaire un show solo, comme j'ai fait il y a quelques années, avec mon nouveau petit arsenal qui est de plus en plus performant. Et j'aimerais rejouer en spectacle, là. Mais je sais pas, peut-être l'année prochaine, peut-être, là. Mais je prépare ça, tranquillement, là. Monsieur Cusson, merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup pour cette magnifique entrevue. Et du fond de mon cœur, merci beaucoup pour ces magnifiques œuvres musicales que vous nous avez données pendant votre carrière et qui vont encore apparaître dans les jours, les mois et les années à venir. J'invite les gens à aller voir sur Spotify. J'ai des trucs que vous connaissez probablement pas. Par exemple, comme Oula Lena, bande sonore d'Hawaii. Je parlais des méga spectacles. Mm-hmm. Bande sonore que j'aurais pu écrire l'an passé, mais qui date de plus de 25 ans. Okay. Mais qui est des instruments traditionnels hawaïens, là. Mais pas juste ça, là. Mais qui est, en tout cas, entre autres, il y a plein de trucs sur Spotify là, que j'ai publié récemment, là. Fait que j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil de temps en temps, là. Écoutez, si on regarde le travail que vous faites pendant une journée, je pense que ça va nous prendre des années juste pour être capable d'écouter ce que vous avez fait en une semaine. J'ai compté à un moment donné, je ne veux pas compter de frime, là, mais j'ai compté à un moment donné, ma musique était dans le logiciel iTunes, incluant toutes les cues de film, là, puis il y en avait 2 semaines et plus, non-stop. Incroyable. Ouais, non-stop. Il y en a beaucoup. J'en ai pas mal. Vous êtes juste extraordinaire. J'apprécie énormément le temps que vous nous avez donné. Ça fait plaisir, et vraiment. Puis, si des fois, vous voulez nous reparler encore, la porte est grande ouverte. Ça va me faire plaisir de vous accueillir à l'émission. Refais-moi signe, sans problème. Pas de problème, M. Cusson. Merci beaucoup encore. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica. Thank you.